Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle émission de À chacun son jeu vif. Et aujourd'hui, c'est un rêve pour moi qui se réalise. Je suis vraiment émue de vous l'annoncer. Mais aujourd'hui, nous allons recevoir Chantal Riailan. Chantal qui est pour moi la spécialiste mondiale de la psychologie. Chantal, j'ai lu un de ses livres, Vous avez l'immense pouvoir de changer votre vie. J'ai également vu plein d'interviews d'elle, plein de reportages sur elle, et c'est une dame mais qui a une sagesse, un cœur énorme, et elle a énormément de choses à nous transmettre, à apprendre. Quand je lui ai proposé cette interview, je pensais pas qu'elle allait dire oui, et elle m'a dit oui, et je vous assure, c'est un très très beau cadeau. Bonjour Chantal. Bonjour Anne-Hélène. Mon nom se prononce Rialan. C'est compliqué. J'ai Riailan. souvent du mal Pardon, à le non, c'est pas prononcer. compliqué, pardon. Non, c'est pas grave du Excuse. tout. Et pourquoi j'ai accepté? Parce que je vous ai trouvée lumineuse et parce que j'ai adoré vos livres. Voilà pourquoi j'ai accepté. Merci beaucoup, Chantal. Alors, Chantal, vous êtes psychogénéalogiste. Mais qu'est-ce que la psychogénéalogie? Alors, je suis avant tout psychothérapeute et j'intègre la psychogénéalogie à mon activité de psychothérapeute. Pourquoi? Alors, attention aux dérives. Actuellement, il y a plein de gens qui se disent psychogénéalogistes et qui collent les gens devant leur arbre généalogique et en font une chaîne de malheur. Alors, inutile de vous dire que je ne fais pas du tout comme ça, c'est pas mon but, c'est pas ma façon de travailler, c'est pas ce que je veux transmettre. La psychogénéalogie, là aussi, c'est tout simple, c'est l'influence de la famille sur nous. On serait né dans une autre famille, génétiquement on serait différent, mais psychologiquement, qu'est-ce qu'on serait différent? Parce que la famille a finalement une énorme importance. Et on savait qu'on avait un inconscient personnel grâce à Freud, on savait qu'on avait un inconscient collectif grâce à Jung, mais finalement, on ne s'était pas penché sur le problème de la famille, parce que les grands de la psy ont surtout travaillé papa, maman, très peu les frères et sœurs. Et ça tombe sous sens. Alors moi, j'ai découvert la psychogénéalogie avec Jodorowsky. J'étais déjà psy et il m'a fait une consultation de psychogénéalogie. J'ai trouvé ça absolument passionnant et on a travaillé 3 ans et demi ensemble. La façon dont je travaille maintenant est différente, c'est normal, on évolue. En tous les cas, je tiens à le remercier parce que c'est grâce à lui que j'ai pris conscience de la psychogénéalogie. Il était tout au début de développer cette conception. Alors, la psychogénéalogie, c'est l'influence de notre famille. À noter que parfois, dans des psychogénéalogies, il y a des gens importants qui ne sont pas reliés génétiquement. Notre marraine, notre parrain, des voisins, la nounou. Ah, c'était extraordinaire. J'ai eu un patient homosexuel qui avait une nounou antillaise. Et parfois, il avait des érections quand il voyait dans la rue une jeune femme antillaise. Et il était C'est vrai? homosexuel. J'ai trouvé ça, cette histoire extraordinaire. Très important, une nounou. Aussi un médecin, aussi un professeur. Enfin, il y a des personnes qui ne sont pas reliées à notre psychogénéalogie génétiquement, et sans parler des drames, comme des personnes qui ont attouché des enfants et qui étaient des amis. Important, ce n'est pas de la généalogie. On ne remonte pas très loin en psychogénéalogie. C'est rare, personnellement, je ne connais pas, mais 8 arrière-grands-parents. On ne les connaît pas tous. C'est pas ça l'important. La généalogie, je respecte tout à fait, c'est très intéressant. J'ai d'ailleurs été souvent invitée dans des cercles de généalogie pour faire des conférences. Mais par exemple, les frères et les sœurs d'une même famille n'ont pas la même généalogie. Comment c'est possible, ça, Chantal? N'ont pas la même psychogénéalogie, pardon, alors Ah, qu'ils ont la même psychogénéalogie.
vous avez D'accord. raison, pardon pour m'être trompée. D'accord. Donc, ils n'ont pas la même psychogénéalogie, mais ils ont strictement la même généalogie. Et c'est justement ça qui est Mhm. intéressant. Pourquoi? Alors, parce qu'il y a trois mots-clés en psychogénéalogie. Il y a le mot projection. Je vais expliquer. Mhm. Il y a le mot identification et là, il y a le mot répétition. Et suivant qu'on soit l'aîné ou la benjamine, suivant qu'on soit garçon ou fille, on ne fait pas du tout la même expérience de sa famille. Donc, les projections, c'est les étiquettes. Ah, un monde merveilleux, ce serait quand on ne donne plus d'étiquettes aux enfants. Qu'est-ce que ce serait libérateur? Mais c'est plus fort qu'eux. Alors ça commence à la naissance, vous savez, il y a le petit bébé et on morcelle son corps. Alors il a les yeux de sa grand-mère, il a le nez de son grand-père, il a les mains de sa maman, il a le sourire de son père, etc. Bon, bref, un petit bébé morcelé, on se l'approprie, pour bien dire, il est des nôtres. Ça, c'est pas trop grave. Mais des phrases du genre tu es jolie, tu sais, mais alors ta sœur est intelligente. Oui. Ce qui fait, c'est horrible. À 50 ans, la jolie se croit toujours idiote et l'intelligence se croit toujours moche. C'est vraiment des choses qu'il faut travailler d'arrache-pied pour se libérer et pour comprendre pourquoi on m'a dit ça. C'est amusant. Dans mon expérience de psychologue, beaucoup de femmes très jolies se trouvent moches parce que la famille ne les a pas encouragées, etc. Et il y a des femmes que moi je trouvais normales, qui se trouvaient jolies parce qu'on avait cessé de leur répéter qu'elles étaient les belles. C'est amusant. Pourquoi ça n'a pas de... Bon, la beauté, c'est très personnel, mais vous vous rendez compte que quand j'étais petite, il y a longtemps, j'adorais, j'étais fascinée par Catherine Hepburn. Mhm. C'est bien Catherine, hein, celle qui Oui. joue. Non. Catherine Hepburn, elle se trouvait laide. Et Ah. c'était horrible parce qu'elle C'était avait pas vécu. Audrey? Audrey, Merci. merci. Ok. Oui, Non, non, Audrey Hepburn. excusez-moi. Merci de m'avoir. Oui, je sentais que je me trompais, mais je Y me a pas de retrouvais. souci. Voilà, les noms et moi, c'est une Oui, catastrophe. il n'y a pas de souci. Donc, Audrey Hepburn avait elle crevait de faim pendant la guerre. Elle habitait à Amsterdam et elle se trouvait trop maigre. Et son mari, qui est un pervers narcissique, s'était engouffré dans la brèche et en effet lui disait qu'elle était laide. C'est quand même hallucinant. Alors, il y a des tas de... Catherine Hepburn aussi avait une présence. Bon, il y a différents types de beauté, mais quand on pense que celle qui est un modèle de référence, il a fallu que ce soit Hubert de Givenchy qui l'habille et qui lui redonne confiance en elle et qui devienne un excellent ami qui l'a beaucoup aidé à avoir confiance en elle et à avoir la carrière qu'elle avait. Donc, les, les projections que l'on fait sur un enfant sont extrêmement importantes et l'idéal, c'est de ne pas en faire. Ensuite, il y a les identifications. Alors, une identification très classique, ce sont les enfants qui s'entendent bien avec leurs grands-parents et qui ne comprennent pas du tout pourquoi papa ou maman ont des conflits avec leurs propres parents. Mais ce qui se passe, c'est que vous avez certains parents qui ont été très durs avec leurs enfants et qui sont des mamans gâteaux et des papas gâteaux avec leurs petits-enfants. Et c'est difficile à comprendre parce que c'est pas la même responsabilité. Donc, les identifications, c'était, c'est très rare, je le fais pas, c'était exceptionnel. J'ai fait travailler 5 filles d'une même famille. Elles étaient 5 filles, il n'y avait pas de garçons. Elles ont absolument voulu travailler leur famille avec moi. Mais c'était hallucinant, elles n'avaient pas du tout la même famille. Mhm. Puis en plus, l'aîné, son papa est encore vivant. La petite dernière, le papa est mort très rapidement après sa naissance. Il y avait
complètement une autre histoire familiale. C'était Donc une famille forcément, recomposée, Chantal? Il s'agissait d'une alors famille recomposée? non, c'était pas une famille recomposée. Alors la famille recomposée, c'est encore plus riche. Non, mais pourquoi il y en a une que le papa était décédé et l'autre non? Le papa est décédé peu de temps après la naissance de la dernière. Ah, d'accord. Et donc il y avait une grande différence. Il y avait d'ailleurs 20 ans d'écart entre les enfants. Et, et je vous dis, on avait l'impression d'assister à des familles totalement différentes. Et là aussi, il n'y a pas de vérité en psychogénéalogie. Il y a ce sur quoi on s'est identifié. Si pour notre sœur, notre mère était super autoritaire et elle s'est trouvée très mal avec elle, ben nous, on a pu avoir une mère beaucoup plus gentille et beaucoup plus douce, etc., etc. Donc, le mot projection, le mot identification et le mot répétition. C'est fou ce que l'on peut répéter sa famille sans s'en apercevoir. Je me souviens un jour, ça m'avait beaucoup marqué, j'habitais Paris à l'époque, et une jeune femme est venue et elle m'explique qu'elle travaillait dans un labo, elle était pharmacienne, elle faisait de la recherche pour les médicaments pour le cœur. Et tout d'un coup, on découvre que son père était mort de crise cardiaque. Alors, moi, je pointe évidemment, et j'avais pas réalisé qu'elle n'avait pas jamais réalisé, et elle s'est écroulée en larmes, la pauvre. Elle n'avait pas réalisé ça. Donc, c'était évident. Donc, on répète énormément de choses, et il y a des cas où on essaie de faire tout le contraire. Alors, il y a des fois, je dis à des patients, mais c'est bien, quoi. Pour avoir été une bonne maman, vous avez fait l'inverse de votre maman, finalement, je comprends bien. Mais en même temps, faire l'inverse, c'est pas être libre. Ah oui, c'est vrai. Et on est C'est accusé c'est- à ouais, le faire, s'obliger. on est obligé. Alors, c'est important parfois d'essayer de trouver quand même une petite qualité à quelqu'un dans notre arbre généalogique. Alors, ces étiquettes, elles nous emprisonnent. On a aussi beaucoup de bagages émotionnels, alors qui sont très variés. Pour les personnes qui nous écoutent, on va essayer de réfléchir. Il y a les bagages intellectuels. Il y a des familles où il faut préparer Polytechnique à la maternelle. Parce qu'en dehors de Polytechnique, il n'y a rien. Il y a des familles, ce qui est important, c'est l'hôtel qu'on doit garder de génération en génération. Il y a des familles, ce qui est important, c'est l'art. Les valeurs sont totalement différentes. Et c'est passionnant parce que chaque psychogénéalogie, c'est un voyage. Il y a les valeurs affectives. Euh, Par exemple, on peut être considéré comme gentil ou comme méchant. Étant, c'est quand on a une étiquette de méchant, on a tendance à le croire et à le répéter. Et puis la gentille n'a peut-être pas envie non plus de se sacrifier. Hmm. Parfois, il faut oser ne pas être gentil. Et puis, vous avez aussi les étiquettes sur le plan, enfin, les bagages émotionnels sur le plan sexuel et créatif. Je m'explique. Beaucoup de patients, quand je leur demande ce qu'ils font créativement, disent, alors, mais moi, rien, je ne sais rien faire de mes 10 doigts. Je leur dis, mais vous créez votre art de vivre. Nous sommes tous artistes. Alors, ne confondez pas art et argent. L'art, ça fait partie de la vie. D'ailleurs, c'est très joli ce que vous avez dans votre salle d'interview, je dirais. On sent le sens de la décoration, on sent que vous faites attention à votre entourage. Et il y a de jolis symboles. J'adore le petit ange là. Et puis, il y a, vous savez, le racisme le plus archaïque. C'est terrible. C'est le racisme entre les hommes et les femmes.
Nous avons passé nos enfances à entendre critiquer les hommes ou critiquer les femmes. Et quand on travaille sur soi et que le but, c'est de développer notre androgyne avec une femme intérieure équilibrée, un homme intérieur équilibré qui se correspondent, c'est très difficile parce que c'est rare les couples qui s'entendent bien. C'est très rare. Alors on nous Pourquoi, vend selon vous? parce qu'on attend du couple ce qu'il ne peut pas donner. On attend de l'autre qui nous donne le bonheur et qui nous guérisse de notre passé. Ça n'est pas possible. Il y a des très belles choses dans le couple, mais pas ça. Donc, ce sera un sujet qu'on évoquera. Je sais. Mon médecin, l'autre jour, je trouve que je parle pas très bien anglais et je ne parle pas très bien anglais. J'habite Los Angeles et je travaille avec la France tous les jours. Donc, je travaille en France et un peu partout dans le monde. Et gentiment, mon médecin me dit, comment s'est passé votre Saint-Valentin? C'est N'avez vrai? pas été déçu du voyage? Tout ça pour finir par me dire que pendant 18 ans, il avait essayé d'être en couple et décidément, ça ne marchait pas. Donc, c'était très, très amusant. Euh, Autre chose qui est très important, se poser la question de qu'est-ce que on me demandait dans l'énergie matérielle, le corps. Vous avez des familles où le corps est extrêmement important, où le sport est extrêmement important. Ça devient très à la mode. Il y a des familles, alors ne parlons pas de l'argent. L'argent, c'est extrêmement important, c'est extrêmement influencé par les religions, par les milieux sociaux, etc. Et puis, il y a une notion qu'on étudie très peu en psychologie, pourtant qui est fondamentale. Et on l'étudie très peu parce que les pères de la psychologie n'ont pas parlé des frères et des sœurs. La notion de place. Quand on y réfléchit bien, ce dont on souffre, c'est de ne pas avoir de place. Quand on est petit, on est automatiquement jaloux des frères et des sœurs, on estime qu'on est victime. Avec le conjoint, souvent, on estime qu'on n'a pas sa place. Avec ses enfants, difficile de trouver sa place, les aimer de façon égale, etc. Professionnellement, c'est tout un art d'essayer de trouver sa place, etc. Donc, c'est une notion qu'on étudie beaucoup en psychogénéalogie, la place. Alors, j'ai des petites notes, un petit pense-bête pour ne rien oublier sur la gauche. Euh, J'ai une question à vous poser, Chantal. Je ne veux Bien pas vous sûr, couper dans vos notes, posez-moi toutes mais les questions que vous voulez. alors peut-être que ça aura un rapport après avec la psychogénéalogie et la spiritualité. Vous me direz si, voilà. Est-ce que vous avez le sentiment que nous choisissons notre famille d'incarnation? Absolument. Mais ce sera, si vous voulez bien, pour la fin. D'accord, Parce que très bien. le problème, vous savez, c'est Pascal. Alors, il était janséniste, j'aime pas trop, parce que les jansénistes pensaient qu'il y avait que très peu de gens qui étaient sauvés. Alors, Jésus avait pas la croix, les bras ouverts sur la croix, mais restrictif. Bon, personnellement, je suis spirituelle, mais pas religieuse. Non, mais il a dit quelque chose d'extraordinaire, Pascal. Il a dit, qui veut faire l'ange, fait la bête. Donc, avant de penser à la spiritualité qui est fondamentale et qui, pour moi, j'adore votre question, qui est la guérison d'une psychogénéalogie, ben, il y a tout un travail de préparation, ça se fait pas en un clin d'œil. J'y reviendrai après. Finalement, l'originalité de la psychogénéalogie, c'est de voir ses parents non plus comme papa, maman, ils doivent être parfaits parce qu'ils sont nos parents, évidemment, hein. Bon, mission ratée. Et nous devons être des enfants parfaits, bien sûr, pour eux aussi, mission ratée. C'est de regarder ses parents comme des êtres humains. Et nos parents, eh bien, ils ont été des enfants. Surprenant, mais c'est vrai.
Ils ont été des adolescents. Ils ont eu une famille. Et tout ça, ils vont le projeter sur nous. C'est très intéressant. C'est ce qui m'avait tellement intéressé avec Jodorowsky. Il m'avait fait parler de mes grands-parents. J'avais jamais travaillé mes grands-parents aussi, moi. Et je me suis dit, mais c'est vrai que l'histoire de mes parents s'explique par mes grands-parents. Mes grands-parents étaient, je les voyais jamais. Donc, je n'en avais pas parlé. Et ils étaient fondamentaux. Donc, déjà, voir ses parents comme des adultes, ça change la donne. Et comme j'aime bien rire, je dis oui, puis voir ses parents comme des névrosés comme tout le monde, c'est libérateur. Oui, ça fait Nos du bien. parents, nos On parents, peut leur trouver des excuses quelque part. ben, ça Ça va nous être tout, permet d'être un peu plus indulgents avec eux. ben, ça va être tout le chemin du pardon. Alors je vais y revenir aussi, parce que le pardon, personne ne veut pardonner, hein. Moi, je vais répondre à votre question tout de suite. Le pardon, personne ne veut pardonner, parce qu'on estime que c'est minimiser notre peine. Parce qu'on estime qu'à ce moment-là, on autorise n'importe quel comportement. Parce qu'on estime qu'on est victime. Et victime, c'est passeport pour le malheur, mais ça, on y reviendra. Et on ne peut pardonner, comme vous l'avez dit très justement, que quand on s'aperçoit de la maladie de nos parents. Vous en voulez pas à quelqu'un d'avoir un cancer, vous en voulez pas à quelqu'un d'avoir un AVC, vous en voulez pas à quelqu'un d'être malade physiquement, mais la maladie mentale, on ne l'a pas encore intégrée. C'est vrai. Donc, on estime que c'est de leur faute. Ils Mm. auraient pu faire autrement. Ben, je suis désolée, mais quand on est paranoïaque, on ne peut pas faire autrement. Quand on est schizoïde, on ne peut pas faire autrement. Quand on est hystérique, on ne peut pas faire autrement. Nos parents ont des valises émotionnelles qu'ils n'ont pas résolues, qu'ils ont traînées toute leur vie et qu'ils ont projetées sur nous. Point final. Alors, je venais d'écrire le chapitre du pardon dans un de mes livres et je vois une émission de Oprah Winfrey à Los Angeles. Enfin, elle habitait Chicago à l'époque. Et elle dit, mais voilà, moi j'ai réussi à comprendre qu'on ne pardonne pas pour soi, non, on ne pardonne pas pour les autres, pardon, on pardonne pour soi. Excusez-moi pour le lapsus. C'est-à-dire que elle expliquait qu'elle avait une amie à qui elle en voulait énormément, elle était très en colère et elle ressassait ça depuis des années. Et puis un jour, elle se retrouve dans un mall, un centre commercial à Chicago, et elle aperçoit de loin son ami qui rigolait avec des amis. Ça lui a fait un choc. Elle s'est dit, mais elle a l'air très bien là, elle. Mais moi, je me morfonds, je ressasse, je suis furieuse. À qui je fais du mal? À moi. Ne pas pardonner, c'est un des pires poisons qui existent. Et c'est très embêtant parce que ça va vous faire projeter sur les autres ce que vous n'avez pas résolu. Je m'explique. Vous êtes au bureau et il y a une collègue que vous ne pouvez pas sentir. Elle vous énerve et vous ne la supportez pas. Elle trouve que vous trouvez qu'elle vous fait des grâces. Enfin, bon, bref, elle est odieuse. Et avec un petit peu de travail sur soi, nous nous apercevons que c'est étrange. Mais la colère ressemble à la sœur. Donc, tant que vous n'avez pas pardonné à votre sœur, vous la rencontrez partout, votre sœur. Même chose, euh, vous avez un patron qui vous énerve, que vous ne pouvez pas voir. On s'aperçoit que le patron, il ressemble à votre père. Tant que vous n'avez pas pardonné à votre père, vous le voyez partout. Pareil pour la maman et la grand-mère et tout ça. Alors, Mm. qu'est-ce que c'est que le pardon? C'est pas nier votre souffrance, c'est au contraire la reconnaître. C'est pour ça que pour accéder au plan spirituel,
il va falloir qu'on crache son venin quand même, hein, sa colère et sa haine et qu'on y aille. Ça sert à rien de refouler, on se ment à soi-même. Donc, ce n'est pas nier sa souffrance, au contraire, la reconnaître. Mais c'est arrêter de continuer de souffrir toute sa vie, d'avoir souffert. Vous leur donnez raison quand vous ne pardonnez pas, parce qu'ils continuent de vous polluer. C'est très dur à admettre, et c'est quand même la vérité. Alors, pardonner, ça ne veut pas se dire se remettre dans des situations toxiques, hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller déjeuner le dimanche avec le petit gâteau comme on faisait autrefois en France. C'est pas obligé. Dans certains cas, il est même utile de prendre des distances. C'est jamais la solution idéale, mais vous n'êtes pas obligé, parce que vous avez pardonné, de vous remettre dans des choses toxiques. Et il faut faire très attention à ses enfants. Quand on a eu un père qui n'était pas net sexuellement, c'est pas question de donner ses enfants à Ah garder. oui. Bah oui. Donc, pardonner, ce n'est pas tout autoriser, c'est pas se voiler la face, c'est pas faire la politique d'autruche. Pardonner, c'est comprendre qu'on a eu des gens malades, qui nous ont fait souffrir, et c'est s'en sortir. On ne peut pardonner que lorsque l'on a guéri en soi les séquelles du passé. C'est ça le pardon. Guérir en soi les séquelles du passé. C'est pas parce que j'ai eu un père épouvantable et un premier mari épouvantable que je donne pas une chance au second. C'est très dur, ça, Chantal. C'est très dur à C'est réussir à très faire. dur, Parce très qu'on a dur. l'impression qu'on va mettre tout le monde dans le même sac, hein. Mais bien sûr, mais bien sûr. Pour peu en plus que dans notre famille, on ait préféré les fils, et qu'en tant que de fille, on a été gentiment mise sous le boisseau, ben, c'est très, très difficile. Donc, En fait, Chantal, là, quand je vous entends, vous allez me dire si je me trompe, mais j'ai l'impression que ça serait plus pardonner les faits qui se sont passés plutôt que la personne qui nous les a faits. alors, c'est pardonner les faits, ça c'est certain, vous avez parfaitement raison. Mais il y a quand même cesser de haïr la personne qui les a fait, Mm. parce qu'elle est malade. Mm. Mais c'est très difficile de faire face à la maladie mentale. Une malade mentale, un malade mental ne peut pas faire autrement. Alors, je crois que j'ai fait le point sur ce qui est l'originalité de la psychogénéalogie. Voir ses parents comme des adultes et faire tout un travail de pardon sans nier sa souffrance, au contraire, sans cautionner ce qu'ils ont fait, au contraire. Et je voudrais parler des dangers de la psychogénéalogie. Je ne sais pas si vous avez rencontré des problèmes de cet ordre en Nouvelle-Calédonie ou en France, parce que Dites-moi, quels sont est-ce que vous pouvez énumérer quels sont les dangers qu'on pourrait rencontrer en psychogénéalogie? ben, les dangers, c'est est-ce que je peux avoir un rendez-vous pour faire ma psychogénéalogie et la personne attend un miracle, vous savez, un peu comme le prestidigitateur qui sort un lapin du chapeau, parce que la personne croit qu'on va lui donner des indications, des secrets de famille qui vont la libérer. Et c'est pas de la faute de la personne, hein, c'est que vous avez des tas de gens qui vendent des séances de psychogénéalogie en faisant uniquement de la psychogénéalogie et en faisant une chaîne de malheur. Il y a aussi les constellations familiales qui attirent beaucoup de personnes. Les constellations familiales, c'est en effet un concept intéressant
Ceci dit, quand il y a trop de personnes que c'est pas analysé, ça peut être extrêmement dangereux. Vous mettez dans une pièce 20 personnes, parfois 100, avec des langues différentes, et vous leur faites jouer les parents, les frères, les sœurs, les grands-parents. Vous êtes choisis jamais par hasard, ça va faire écho, et ça va faire écho pour vous. Mais si c'est pas analysé, ça sert à quoi? Ça peut même être extrêmement dangereux parce qu'il remonte plein d'inconscients où les mots sont pas dits. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on fait. N'allez pas chez des gens qui ne font que de la psychogénéalogie. La psychogénéalogie est un outil qui permet d'aller plus vite en thérapie. C'est important. C'est-à-dire de trouver les causes. Qu'est-ce qui se rejoue? Pourquoi je ne suis pas bien? Mais ce n'est pas forcément un secret de famille. La psychogénéalogie, c'est un chemin du cœur. Vous prenez conscience des souffrances, mais aussi des cadeaux de votre psychogénéalogie, il y a aussi des cadeaux. Et vous, vous êtes là pour devenir vous-même. Je dis souvent à mes patients, travailler sur soi, c'est pas changer, c'est devenir soi-même, c'est enlever tout ce qui s'est ajouté à soi, qui n'est pas nous, c'est se libérer. C'est se donner la liberté de vivre soi-même. Alors, un petit exercice. Demandez-vous, j'aime bien les petits exercices, demandez-vous qu'est-ce qu'il fallait pour plaire à votre maman. Alors, en général, on nous demande toujours de faire, hein, être, ça, c'est pas très, très considéré. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour plaire à maman? Qu'est-ce qu'il fallait faire pour plaire à papa? Qu'est-ce qu'il fallait faire pour plaire à mes grands-parents? Il y a des cas, par exemple, où on a beaucoup souffert parce que la cousine préférée, c'était la cousine Christine. Alors, elle était jolie, elle était brillante, elle était aimée, elle avait des plus beaux cadeaux que nous. Et nous, on n'était pas la cousine Christine. Oui, on s'aperçoit tout d'un coup que ça n'a rien à voir avec nous. Parce que la cousine Christine, sa principale qualité, si je puis dire, c'est qu'elle est la fille du fils adoré de nos parents et que nous, Ouais. on n'est que la fille de la fille. Mm. C'est C'est drôlement dur, ça, hein? libérateur. Mais c'est drôlement libérateur de réaliser ça, que ça n'a rien à voir avec nous. Ça, c'est sûr. Mais à le vivre avant de le À vivre, comprendre, c'est c'est une très grande dur. souffrance. Mais c'est fou parce que la famille, on pourrait imaginer que c'est plein d'amour, etc., etc. Il y a une cruauté dans les familles qui est quand Mm. même terrible. Vous savez, c'est Pourquoi? Est-ce que c'est un manque d'amour? Est-ce que c'est beaucoup de jalousie? C'est toujours un problème de place. Tout à l'heure, vous avez dit, chacun cherche sa place. mais je pense que nos parents ont peur. Par définition, quand nous venons au monde, nos parents ont peur. Ils ont peur d'être des mauvais parents et ils ont peur que nous soyons des enfants mal élevés qui ne correspondent pas à ce qu'on attend et qui soient jugés à travers leur progéniture. Ça commence déjà là. Mais ça, c'est vrai, totalement vrai. Ouais. Mm. Et alors, ils critiquent. Des fois, alors, il y a des fois qu'ils feraient un compliment, mais ils pensent que ça ferait que les enfants seraient prétentieux. Vous avez des familles, ah, t'as eu 19. Ah, est-ce que quelqu'un a eu 19 et demi ou 20? Ouais. C'est sans fin. Et les parents parfois se permettent de critiquer leurs enfants et c'est effrayant. Un peu, vous savez, comme les gens qui se vengent sur leur chien ou leur chat de leur malheur. C'est parce que c'est très intime, c'est très et c'est facile. L'enfant, il est sans défense. Et évidemment, les gens qui font ça sont des gens extrêmement malheureux.
faut être dramatiquement malheureux pour maltraiter ses enfants. Et c'est pourtant fréquent. Jamais quelqu'un d'heureux va faire du mal. Je suis Première d'accord. chose, quand vous pensez à vos parents, à votre arbre généalogique, dites-vous bien que ce qui vous a fait du mal vient de gens qui étaient profondément malheureux. Alors, Je l'entends, Chantal, vous voyez, même par rapport au pardon, mais des fois, une phrase, on a besoin d'entendre la personne nous demander pardon. Vous voyez, même si je sais, j'ai compris qu'il faut faire tout un travail pour arriver à pardonner, parce que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire à soi. Mais des fois, quand la personne qui nous a fait du mal prononce ce mot-là, je suis désolée, ou je te demande pardon, ça apaise aussi. Et ouais, parfois, on reste bloqué en disant, tant il ou elle n'a pas demandé pardon, on reste bloqué. là, Comment arriver à contourner? je viens d'enterrer, je suis pas allée à l'enterrement, mais maman avait une amie, et par fidélité, en honneur, j'ai été proche et elle m'a beaucoup aidée au moment de la mort de ma mère, amie et son mari. Donc, très régulièrement, je prenais de ses nouvelles et cette femme est décédée. Et elle a adopté deux enfants suite à la mort de son fils, c'est épouvantable. À l'anniversaire de ses 18 ans, épouvantable, très grande épreuve. Mais la petite vient de réaliser, sa mère étant morte, la petite qui est une adulte qui a deux enfants et qui est une bonne mère, vient de réaliser le journal de sa mère où elle était amoureuse de son fils décédé et où elle abandonnait la petite dans la voiture pour aller au cimetière. Oh, Elle est complètement bouleversée. Heureusement, elle fait une psychothérapie et ça va l'aider. Et souvent, cette dame me disait, mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je crois qu'elle ne m'aime pas. Elle parlait de sa fille. Et en fait, elle ne se souvenait plus. Pour demander pardon, il faut un minimum de conscience. mm, Et beaucoup de gens ne l'ont pas. mm, Je me souviens être allée au mariage d'une patiente et sa mère avait été une mère tortionnaire. La mère ne se souvenait de rien. Alors vous allez me dire, des gens qui vont dire, bah, c'est un peu facile, mais c'est vrai qu'ils ne se souviennent de rien. Ils ont refoulé. Pourquoi? Pourquoi selon vous? Pourquoi ils occultent ce qui a pu se passer, ce qu'ils ont fait? Parce que je pense qu'ils étaient tellement mal qu'ils n'assument pas ce qu'ils ont fait et que la, la mémoire Ils ont gomme. effacé ça? Ouais. Mm, Alors, bien sûr que c'est beaucoup mieux quand la personne demande pardon, mais ne faites pas dépendre votre bonheur de l'attente que la personne vous demande pardon. Vous méritez mieux. mm, mm, Pensez à j'entends. vous, Mm, vous méritez mieux. Alors, finalement, la psychogénéalogie, c'est prendre conscience, c'est parler de ses émotions, de ses ressentis, comprendre, c'est être vigilant pour ne pas reproduire et ne pas transmettre le package à ses enfants, à ses petits-enfants. C'est quand même libérateur. Alors, on va parler de la spiritualité pour répondre à votre question. Il y a deux façons de vivre la vie. Il y a la façon matérielle, aucun jugement, c'est respectable. On pense qu'on est né, on pense qu'on va mourir, on pense qu'il n'y a rien. Et ben, on essaie de faire de son mieux. C'est tout à fait respectable. C'est même parfois courageux de penser qu'il n'y a rien. Quel dommage, mais c'est courageux. Et donc, on va essayer de réussir professionnellement, d'avoir deux enfants et demi, une belle maison, une belle voiture, d'essayer de souffrir le moins possible, de penser le plus tard possible à la mort. Et puis, il y a la façon spirituelle.
Alors, il y a une chose auquel je suis très attachée, c'est que la spiritualité, vous savez, les gens qui s'habillent différemment, qui disent qu'ils ont plus d'ego, c'est stupide. On peut pas ne pas avoir d'ego, faut simplement le calmer, parce que si on n'a pas d'ego, on est schizophrène, on peut pas dire moi je. C'est embêtant. Donc tout ça, c'est pas ça, c'est pas tout ça. C'est humble, la spiritualité. C'est humble et c'est quotidien, pas à pas. Alors, c'est se dire, je suis un élève, j'y suis arrivée. Je suis Chantal, mais je ne suis pas que ça. Pour l'instant, je suis incarnée en Anne-Hélène et Chantal. Mais je suis une âme. Qu'est-ce que c'est une âme? C'est un mystère et c'est quelque chose d'éternel et infini. Et cette âme, elle est sur Terre, je dis pour devenir un peu plus consciente à la sortie qu'à l'arrivée. Ouais, C'est-à-dire pour apprendre à être plus conscient, pour apprendre à mieux aimer, pour apprendre à connaître, à s'ouvrir. Alors, on vient d'un monde, tous les gens qui font des NDE, des near-death expériences ou des expériences de mort imminente, j'ai eu des patients, j'ai lu beaucoup de livres, ça m'intéresse beaucoup là-dessus. Ils décrivent tous que c'est un amour, ils baignent dans l'amour, que c'est un monde. Et on vient de ce monde-là, nous. Et nous voilà sur Terre, fous que nous sommes de nous être incarnés. Et sur Terre, on va rencontrer tout sauf l'amour universel. L'amour des parents est conditionnel. Si tu es sage, si tu as des bonnes notes, en général, les enfants, maintenant, c'est des carnets de notes sur pattes. Si tu es sportif, si tu fais ce que je veux, si tu réponds aux critères de la famille, on t'aime. Autrement, ça ne va pas du tout. L'amour que l'on a pour nos enfants est conditionnel aussi. On préfère qu'ils soient bien, qu'ils ne se droguent pas et qu'ils nous fassent honneur. L'amour du couple, c'est aime-moi, je t'aime, et c'est aime-moi, puis s'il te plaît, fais ce que je veux. Donc, et au travail, c'est pareil. Au travail, on essaye d'avoir de bonnes relations, d'être bien vu, etc. C'est toujours conditionnel. Et le seul amour qui ne fait pas souffrir, c'est l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est donner de l'amour à des gens que vous reverrez jamais. L'amour inconditionnel, c'est ne rien attendre. Mais c'est pas possible dans nos relations humaines. La Terre, c'est pas fait pour ça. Alors, le travail, c'est de s'en approcher le plus possible. Mais c'est quand même très différent. D'où la souffrance. Alors, il y a deux choses qui peuvent nous arriver sur Terre. Il y a ce que nous avons décidé avec nos guides avant de s'incarner. Alors, de temps en temps, il y avait d'ailleurs une blague sur Facebook. Je ne regarde pas Facebook, mais je suis tombée dessus comme par hasard parce que ça m'a tellement fait rire. Il y a une femme qui dit, je pense que ce jour-là, mon guide avait trop bu et trop fumé. Non, le guide n'avait pas trop bu ni trop fumé. Vous avez d'un plein accord décidé de traverser certaines épreuves. Certaines ne sont pas rigolotes du tout, mais elles ne sont jamais contre vous. Et une fois que vous avez cette conscience-là, vous allez cesser d'être victime. Parce que être victime et être dans le négatif, c'est passeport pour le malheur. Ça, c'est incommensurable, inratable. Vous êtes victime, vous attirez des choses négatives. Il y a même des gens qui vous disent, et tu sais pas ce qui m'est encore arrivé. oui, c'est vrai. Mon Dieu, comment voulez-vous que ces gens-là n'attirent pas des ennuis puisque ça les valorise? Et puis, euh, le- il y a, donc, il y a ce que nous avons décidé avec nos guides avant de nous incarner, et il y a la façon dont on prend la vie, parce que bien sûr qu'on n'a pas décidé de tous les jours de notre vie.
On a simplement décidé de vivre. Et si on prend les choses négativement, ben, on va s'attirer du négatif. C'est tout simple à comprendre. Encore une fois, la spiritualité, c'est humble et c'est simple. Vous vous levez de mauvaise humeur et vous ne savez pas que vous pouvez remercier vos guides de ne plus l'être, pas demander parce que vous vous mettez dans le manque, remercier. Vous ne savez pas, alors Mm. vous continuez à être horriblement de mauvaise humeur toute la journée. Il va vous arriver que des ennuis, pour ne pas dire des merdes, quoi. Hein. Et vous aurez réussi à gâcher votre journée, vous aurez réussi à gâcher des relations avec les gens parce que vous serez mis en colère et vous aurez, etc. Et vous aurez réussi à vous entourer de ce que vous ressentez, la négativité. Alors que quand on se lève de bonne humeur, même les difficultés s'allègent. Vous parlez beaucoup de gratitude, Chantal. Quand je vous entends parler, c'est Mais, vraiment la gratitude. Et une phrase que vous répétez aussi, c'est dire, on n'a pas tous une bonne douche chaude chez soi. Et du coup, je pense à vous souvent quand je suis dans ma douche, je dis, ah, je pense à Chantal et je remercie pour cette eau, pour cette douche chaude ou pour ce bon mais café. vous savez, si vous décidez que chaque matin, vous allez vous lever en remerciant pour tous les cadeaux de la vie que vous avez, votre vie va changer immanquablement. Si le matin, alors ça prend pas de temps, hein, vous êtes sous la douche, au lieu de penser à la journée et de vous faire du tracas pour tout, vous pensez, vous sentez, pas- moins vous pensez, mieux c'est. Vous sentez l'eau qui vous lave, vous remerciez pour l'eau qui vous lave et vous remerciez pour tous les cadeaux que vous avez, vous allez forcément vivre votre journée différemment. Et si le soir, vous remerciez pour ce que vous avez vécu dans la journée, même s'il y a eu des choses un peu contrariantes, parce qu'une chose contrariante peut se révéler un cadeau plus tard. C'est vrai. Mm. J'en suis persuadée. Donc, souvent, il arrive que des patients, par exemple, cherchent un appartement, ils ont enfin trouvé, crac, ça c'est je leur dis, j'aime bien rire, alors j'essaye de les faire rire. Je leur dis, vous avez le droit de vous plaindre pendant 1 heure. Mais après, montre en main, c'est stop. Et vous allez réfléchir et remercier et dire encore ce que vous pourriez améliorer dans la recherche de votre appartement et être sûr que vous allez trouver encore mieux. Là aussi, c'est imparable. Aussi bien au niveau du travail qu'on n'a pas eu que de la maison ou de l'appartement qu'on n'a pas eu. Si on continue à maintenir le cap, à espérer, à se visualiser, non pas en décrivant, comme le dit Shakti Gawain. Moi, j'habite un grand studio à Los Angeles que j'adore. J'aurais été bien incapable de le dessiner parce que c'est une architecture typiquement californienne qui n'existe pas en France. Alors, quand on essaye de dessiner, on fait en fonction du passé. Lâchez le passé, sautez dans Mm. l'avenir. Mm. Donc, à partir du moment où vous vous dites, OK, ça m'est arrivé, j'essaye de voir en quoi ça me fait évoluer. Qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que ça m'apporte? Et parfois, on peut être un peu drastique, hein. Hier, j'ai dit à une patiente un peu hystérique que le chantage affectif, c'était, eh ben, elle m'appelle toujours au dernier moment pour avoir évidemment un rendez-vous comme elle veut, au dernier moment. Ben, j'ai osé dire ce que je pensais. Elle l'a très mal pris. C'est son problème, c'est pas le mien. Parfois, on a le droit d'être désagréable. Parfois, on a le droit de mettre des limites. Avec amour. Mm. J'ai évidemment demandé à ses guides de l'accompagner, hein. Je n'ai aucune haine pour cette femme, absolument aucune. Il faut, je m'aime, je me respecte. Alors, au bout de la 10e fois, c'est lui. Mais c'est important.
très important. Donc, je voudrais donner un exemple qui, moi, me touche énormément. Françoise Dolto s'est incarnée avec une maman très catholique, mais qui, la pauvre femme, ne s'est jamais remise de la mort de sa fille. Et elle disait à Françoise Dolto, souvent, elle répétait les phrases qui tuent, c'est ta faute si ta sœur est morte, tu n'as pas assez prié. Et bien pire encore, qu'est-ce que j'aurais préféré que ce soit toi qui meurs à la place de ta sœur. Ça, c'est pas des... Elle avait choisi des choses difficiles, Françoise Dolto, avant, avec ses guides avant de s'incarner. Oui, mais ça lui a fait créer la psy pour enfants qui n'existait pas. Si elle avait eu une enfance bisounours, ça, en général, les gens qui sont dans des situations d'aide professionnellement, ils ont eu des enfances pas spécialement bisounours, mais qui étaient parfaites pour les aider à faire ce qu'ils voulaient faire, leur mission sur Terre. Et justement, vous, Chantal, pourquoi la psychogénéalogie? Pourquoi? Pourquoi vous avez choisi, vous, la Alors, moi, psychogénéalogie? moi j'étais psy avant, hein, j'ai jamais Oui, commencé par la psychogénéalogie. oui, Quand j'étais petite, j'étais furieuse d'être née. c'est J'étais vrai. vraiment pas contente. Je savais, à l'âge de 4 ans, qu'il y avait d'autres couleurs. Alors c'était épouvantable parce que j'essayais de m'endormir et de les retrouver, mais j'en étais incapable. Mais je savais qu'il y avait d'autres. Et je regardais autour de moi et je me disais, mais ils sont complètement fous. Les gens me paraissaient absurdes. Personne ne s'occupait d'être heureux. À 4 ans, vous Ouais, pensiez ça? ouais. Et puis, alors, mon père voulait que je sois médecin, trouver la bonne famille. Il était lui-même médecin. Quand il est mort, moi, j'ai arrêté médecine sans le dire à ma mère, parce que je voulais pas être médecin, je voulais être psy. Et j'ai fait des études de psy. Et la spiritualité, alors, on m'a mis en pension très tôt, et ça a été très bien pour moi. Et contrairement à beaucoup, moi, j'ai adoré la pension, j'étais fille unique. Et c'était chouette, il y avait plein de monde, là, j'étais bien, moi. Et puis, les bonnes sœurs m'aimaient bien. Donc, j'ai reçu de l'amour. Alors, évidemment, jeune, j'étais très catho. Puis, quand j'ai divorcé, j'ai compris. Non, même quand j'ai vécu avec mon mari sans être marié, péché, n'est-ce pas? J'ai donné ma démission et j'ai pris ma distance par rapport à la religion. Mais ça m'intéressait beaucoup. Ce qui m'intéressait, c'était le sens de la vie. Pourquoi on était là? Euh, on disait qu'il fallait réussir dans la vie, ça, j'y ai jamais cru. Mais je pensais qu'il fallait réussir sa vie. Et après, je me suis dit, mais c'est stupide. Un divorce peut être une merveilleuse source d'évolution. C'est pas une réussite sociale. Mais en général, d'ailleurs, on appelle échec ce qui n'a pas tourné comme on voulait, mais il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Et puis, je me suis dit, mais non, c'est pas réussir sa vie, c'est se réussir soi à travers sa vie. C'est tout à fait autre chose. Et essayer d'être plus conscient, d'être plus aimant. Et, hum, et après, j'ai essayé, moi, toute ma vie, que les gens ne fassent pas leur malheur eux-mêmes. Il y a déjà assez de choses comme ça. On sent, soyons positifs, soyons dans la gratitude, soyons, n'en rajoutons pas. Je crois que c'est ça qui m'a été mon guide toute ma vie.
Quelle est votre plus belle réussite selon vous? De quoi êtes-vous la plus fière? C'est drôle, c'est la question. C'est vrai? Non? Alors, ben, c'est peut-être ça. J'ai la chance de me foutre éperdument de ce que les gens pensent de moi. Et ça, je crois que c'est parce que comme j'étais très critiquée étant C'est vrai? petite, Ouais. oui, c'était très dur. Bon, mes parents étaient très malheureux. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Je les remercie. Mais c'était très dur parce qu'ils étaient très malheureux. Et ils ne savaient pas ce que c'était qu'un enfant. Et un enfant eux-mêmes avaient eu une enfance terrible. Mon père avait ma grand-mère. Il était le 11e enfant d'une famille de 11. Et ma grand-mère était très catholique et elle a failli mourir. Résultat, mon père a été médecin accoucheur, évidemment. À l'époque, il n'y avait pas encore de gynéco parce que mon père m'a eu très tard. Et ma grand-mère avait dit, si je m'en sors et si le petit ou la petite s'en sort, hein, il n'y avait pas d'échographie, il sera prêtre ou religieuse. Ou il sera religieux. Mon père a été mis à 5 ans au petit séminaire à Oh Donge, là en là. Loire-Atlantique. Pauvre gosse, c'est terrible. Vous vous rendez compte? Alors, il s'est sauvé une fois, il a fait une fugue. Et la grand-mère, c'était des paysans pauvres, elle a, racheté, elle a pris la carriole et la jument et elle l'a accompagnée. Il voyait sa famille une fois tous les 3 mois. Vous vous rendez compte? Mm. Pour lui, Noël, c'était une horreur. Et ça me serre le cœur quand je pense à ça. C'est lui qui vous l'a raconté? Oui, oui, oui. Et maman, c'était beaucoup plus compliqué. Elle était très jolie, on ne se ressemble pas. Elle, elle ressemblait à Gino Lollobrigida, ma mère. Est-ce que c'est drôle? Parce que toute ma vie, je me suis dit, maman, elle aurait été heureuse à Hollywood. J'ai eu 2 appartements à Los Angeles. À chaque fois, on voyait le signe d'Hollywood. Quand même Vous marrant. pensez à elle? Je pense à mes parents. J'ai pas tellement envie de me réincarner avec eux, hein, pour être franche. Et vous avez fait la paix avec eux. Oui, 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 oui. Mais Vous avez réussi à faire la paix du moment de leur vivant? Ou alors votre papa, j'ai entendu il était décédé quand vous étiez très jeune. oui, moi, j'ai Est-ce que c'est perdu venu mon père après? à 19 ans. J'ai perdu ma mère beaucoup plus tard. Euh, je dois dire que la mort de mon père m'a arrangé, comme la plupart des morts. Alors, c'était un choc. Hein, ça n'a pas été joyeux. Mais je me souviens, je faisais un stage qui s'appelait euh, Oser vivre ses diables. Je vous dis, le dimanche, le samedi matin, les gens, je prenais 12 stagiaires et j'avais 2 assistants. Les gens étaient dans leurs petits souliers. J'essayais de les mettre à l'aise. C'était le stage le plus joyeux que C'est j'avais. vrai. Parce que la première journée, tout le monde a fini par reconnaître que quand ils avaient perdu un parent, ça les avait aussi arrangés. Qu'ils avaient tous fait du mal à leur petit frère et leur petite sœur en cachette. Enfin, tout ce qui était caca-boudin et refoulé a été dit. Et puis, ils ont vu que tout le monde était pareil. Alors, le lendemain, c'était super créatif. Parce qu'on oublie de dire que raconter qu'on a pardonné alors qu'on n'a pas pardonné, ça raconter de bonne foi, c'est pas un jugement. Et tout ça, ça mobilise une énergie terrible au dépens, au détriment de notre créativité, notre joie de vivre et de notre spontanéité. Et donc, maman, c'était beaucoup plus compliqué. Et ma grand-mère ne m'a jamais accepté. En plus, c'était une fille de la ville qui exagérait, quoi. Elle mettait des talons hauts, un chapeau à voilette, un mannequin dans la ferme. Inutile de vous dire que c'était très mal vu. Vous avez eu des contacts avec votre grand-mère, du coup, la maman de votre papa?
Je l'ai vu une fois, j'avais 2 ans et je m'en rappelle. Et je me rappelle C'est comme vrai. si c'était hier. Ouais. Alors c'était drôle parce que j'ai bien vu que c'était la patriarche, hein. Alors elle avait dit que j'étais une enfant spéciale, blablabla. Mais je me souviens, moi, avoir été terrorisée par les autres enfants. Parce que j'étais enfant unique, j'avais pas de frères et sœurs. Et on m'avait mis à faire la sieste, j'avais pas l'habitude tellement de faire la sieste. Puis tout d'un coup, j'ai vu plein de gosses autour de moi. J'étais pas très tranquille. C'était vos cousins, cousines que vous avez vus Oui, autour de vous? j'ai Ouais. été plus familière avec les adultes. Mm. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'une de votre grande fierté, victoire, réussite, hein, c'est votre départ à Los Angeles? Vous êtes partie Ça, de c'est- France pour venir vivre? Oh, écoutez, non, mais ça s'est fait complètement par hasard. Je vous explique. J'avais rencontré un ami, Dieu merci, c'était pas un amant, qui était un pervers narcissique de première. Je me suis bien fait souffrir en amitié avec lui parce que je ne l'ai pas vu au départ, comme c'est normal. Et ce monsieur habitait entre la Côte d'Azur et les États-Unis. Il m'avait invité une fois à le voir. Et c'est là que j'ai pris conscience que c'était possible de vivre aux États-Unis. Seulement, le problème, c'est que je ne parlais pas un mot d'anglais. Finalement, c'est pas à cause de lui, mais c'est grâce à lui, j'ai eu le modèle de pouvoir aller ailleurs. Parce que ce que je ressentais en France, qui m'a été pénible, c'était la négativité. Mm. C'était, vous savez qu'on est connu aux États-Unis pour ça, hein. Alors, je dis pas que les Américains sont parfaits, c'est pas ça. Je fais pas du tout l'apologie de l'Amérique. Mais ce que j'aime ici, c'est la positivité. Et sans m'en rendre compte, dès que je me suis intéressée à la psychologie, etc., j'ai lu énormément de livres de psy et de spirituels américains, qui étaient traduits en français, et qui, mine de rien, m'ont quand même beaucoup influencé. Ici, on ne se plaint pas. Ici, il y a un malheur, on se serre les coudes et on reconstruit. Il y a quand même, Oprah Winfrey a fait énormément, parce qu'elle a beaucoup développé la spiritualité non religieuse. Euh, Parce qu'en France, on a quand même beaucoup tendance à se plaindre. Et quand mon médecin est venu en France, bien sûr que j'avais fait une petite collection d'adresses, etc. Et je lui ai dit, docteur, il faut que je vous dise quelque chose dont je ne suis pas particulièrement fière, mais il faut que vous sachiez. Si on vous fait la gueule, ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est pas de votre faute. Parce que vous dérangez. Vous ne serez pas accueilli au restaurant, dans les magasins comme on est accueilli ici. Il me dit, je sais, Chantal, je sais, moi déjà prévenu. C'était pas sympa qu'on l'ait déjà prévenu, mais c'est c'est une réalité. C'est dommage, hein. Mm. C'est vraiment dommage. Alors les Français vous diront, ah, mais s'ils sont si gentils, c'est qu'ils cherchent leur pourboire. De toute façon, les Français vont Ah. toujours trouver un moyen de les critiquer. Mm. Est-ce que vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, Chantal? Euh, Essayer de transmettre le maximum de mon expérience avant de changer de plan de conscience. Ça, c'est mon projet. Mm. Euh, alors, alors, Los Angeles, donc je sentais que j'avais écrit des livres, je sentais que ce serait extrêmement, j'ai fait quelques télés, mais très peu, et je sentais que ce serait extrêmement difficile de diffuser ces livres. Donc, je me suis dit, ben, je vais aller ailleurs. Mais ça, c'est mes guides qui m'ont fait faire ça. Ça s'est Vos livres décidé. ont été traduits en anglais? Non. Non. La psychogénéalogie n'existe pas ici. Pour que ça existe, il faudrait faire euh, un livre de psychogénéalogie positive. Mais il ne faut pas oublier qu'ici, ce sont des immigrés. Moi, je vis en tant qu'immigré. C'est un pays
d'immigration. Et les gens qui ont immigré n'ont pas forcément gardé des liens très très forts avec la famille. Mm. Bien sûr. De même que la famille n'est pas du tout la même aux États-Unis qu'en France. Ici, les jeunes, alors c'est plus tout à fait vrai avec les crises économiques, mais normalement, les jeunes partaient et ne revenaient pas chez eux. Jeunes, à 18 ans, de rentrer à l'université. Euh, mais il y a une fête sacrée, c'est Thanksgiving. Oui. Là, les familles, ce qui est entre nous une fête un peu spéciale, parce qu'ils remercient. Les premiers qui ont immigré aux États-Unis, ça s'appelle les pilgrims. Ça veut dire les pèlerins. Et c'était des fanatiques religieux qui étaient torturés. C'était pas la peine qu'on les torture. Ils se sont dit, on vient ici. Pour ça qu'il y a des énormes églises, mais ici, c'est incroyable. Vous avez des églises au Texas notamment. C'est des usines à rentabilité, hein. Ça fait partie de la culture. Et après, ben, ça a été des immigrés économiques qui venaient pour un monde meilleur, parce qu'il fallait, ils allaient, ils étaient là pour aller mieux, pour mieux gagner leur vie, pour mieux. Alors, il y a des valeurs qu'il n'y a pas du tout maintenant en France. C'est en train de changer aussi ici. Si on travaillait dur, on réussissait et on n'a pas du tout honte de l'argent ici. Mm. Parce que ça prouve qu'on a travaillé dur. Et si on voit une belle voiture, on ne la raye pas avec la clé, on se dit comment il a fait, je veux la même chose. Il n'y a pas cette jalousie. Alors, vous allez me dire qu'il y a des gens qui disent que c'est un pays très matérialiste. Pas que, pas que. C'est de toute façon un monde totalement différent. Donc, je sentais qu'en France, ça commençait à être un peu coincé. Alors, ben, j'ai été voir une école de langue. Puis je suis partie avec un petit diplôme d'étudiante. J'étais la plus âgée des étudiants. Et, et puis, on m'a dit, tu sais, quand tu es connu dans ton pays, tu peux avoir un visa O1. Oh là là, ma green card, il y a 600 pages. Parce qu'il y a les articles, il y a tout ça. J'avais la chance, merci mes guides, d'avoir une prof dans mon école de langue qui parlait français. Elle est venue avec moi chez l'avocate, elle a fait toutes les traductions. Parce que ça, c'était une culture, encore c'est différent. L'avocate, elle me dit, ben, vous avez noté vos conférences, vos radios. Je n'ai noté du tout. C'était pas ma culture. Donc, mais il a fallu avoir des Il a fallu prouver. certificats, Ouais. etc., etc. Et puis, au mois d'août, on me dit, ben, on a perdu votre dossier, c'est classique. Oui, mais au mois d'août, les gens qui m'avaient fait des certificats, les directeurs de programme, ils étaient en vacances. Ça, c'est quand même bien passé. Et j'ai vraiment eu le sentiment que j'étais... Et je n'ai jamais regretté d'être partie. Et c'est amusant parce que j'ai revu des très bons amis qui sont venus me voir. Ils n'étaient pas venus depuis le Covid. Ils m'ont dit, on t'a trouvé un peu spécial, mais qu'est-ce que Non. tu as bien fait? Parce que tu ne te plairais plus du tout à Paris. Mm. Donc, je suis là tout en n'étant pas là. C'est pratiquement impossible d'avoir des amis américains parce qu'ils n'ont pas du tout la même culture de l'amitié que nous. Mais je baigne quand même, je regarde plein de choses intéressantes à la télé, etc. Je, j'aime l'énergie de positivité qu'il y a ici. Voilà. Je comprends. Ça me plairait aussi. Ça vous plairait aussi? Ah ben, je vous dirais Mm. comment on fait. Par contre, je parle pas du tout anglais. Eh ben, c'est pas impossible, la preuve. Oui. Je parlais pas un mot. Mm. Ça Comme quoi, s'apprend. tout est possible, c'est ça, hein. Tout est possible. À partir du Vous avez moment où c'est l'immense là-dedans, pouvoir de changer notre vie. oui. C'est le titre de votre Et, livre. mais j'en ai jamais retiré de gloriole. Mm. De, ça m'intéresse pas, ça. Ce qui m'intéresse, c'est poursuivre mon petit chemin et, et d'être le plus heureuse possible. Mais alors,
Je ne suis pas du tout dans oh, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Chantal, on va arriver à la fin de cette émission. Quel serait votre mot de fin? La psychogénéalogie, c'est un fabuleux outil qui va vous permettre de vous libérer de plein de choses. Pas en une seule séance, pas en travaillant pas sur vous, mais ça permet d'être beaucoup plus rapide et, et de réaliser votre mission sur Terre, d'être vous-même. Voilà. C'est très libérateur. Ouais. Et puis je tiens à vous remercier parce que c'est très agréable de travailler avec vous. Ah, merci Chantal. Ben, moi, c'est un très très beau cadeau que vous m'avez fait. Je vous remercie du fond du cœur. Alors, je vous dis à bientôt, À bientôt, avec grand plaisir. les amis. Comme d'habitude, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir. Au revoir Chantal, Au merci. revoir. Au revoir Anna-Hélène. Au revoir les amis.